Tout le monde se tient à 3 minutes. Hein. Merci. Tiens, on mettra un chrono la prochaine fois. Alors, moi, je voulais réinsister sur ce rapport du groupement international des experts du climat. Pour donner un ordre de grandeur, hein, c'était quelque chose qu'on vous avait proposé, qu'on avait voulu vous remettre le 13 octobre. Je fais partie d'un collectif citoyen qui est concerné par ces questions. Donc, on a regardé ce rapport. Donc, pour bien donner un ordre de grandeur, en 2050, il faut qu'on arrive à 0 émission carbone. En tout cas, la neutralité carbone. Ça ne veut pas dire 0 émission, on peut en émettre et puis capturer. Mais il faut une neutralité carbone. Alors, 0 émission, ça veut bien dire pas d'avion à l'actuel, enfin pas d'avion au kérosène, pas de voiture, pas d'industrie au charbon, pas d'industrie au pétrole. Et donc, on voit un peu la mesure du défi qui nous est posé, parce que 2050, c'est pas si loin que ça. À 2030, il faut déjà arriver à avoir divisé par 2 nos émissions carbone. On en est loin pour l'instant. Tout à l'heure, le monsieur nous disait, oui, bon, les 2 millions de personnes qui ont agit contre l'État, j'aimerais bien qu'ils balayent devant leur porte en premier. Moi, je trouve que c'est important d'agir de toute façon. Et ce que je voulais dire, oui, on a des pistes. Et moi, je voulais parler déjà de la façon dont, parce que j'ai signé cette pétition, je voulais parler de la façon dont j'ai un peu balayé devant ma porte. Il y a effectivement, moi, j'ai choisi d'habiter en ville pour pouvoir me déplacer. Avec quoi, à votre avis? Un vélo, merci. Alors, le vélo, on n'en a pas parlé. Je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est on a l'impression, en écoutant ici les participants, et ça ne m'étonne pas au vu aussi, je suis désolé, de la moyenne d'âge qu'on observe, les cheveux grisonnants, etc. Oh. Je dis ça juste, c'est parce qu'on a l'impression que l'abondance énergétique qu'on connaît et qu'on a connue grâce au pétrole, on cherche à la prolonger dans nos esprits, à dire que la chose va être pareille dans l'avenir. Mais pour moi, ça, c'est une erreur de pensée, cette abondance énergétique, on ne peut plus la connaître, et il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va vivre sans cette abondance énergétique, avec un confort de vie et une qualité de vie à peu près similaire, voire plus, puisqu'on va être en meilleure santé, on va avoir plus d'espace public, si on a plus de... Si on change nos moyens de se déplacer, il y aura de l'espace public qui va être libéré pour la nature et pour la convivialité. Et puis aussi, bien sûr, on aura des produits qui ne seront pas empoisonnés à manger, des produits de qualité, des produits de proximité. Donc tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes, mais qui ne nécessitent pas d'essayer de penser absolument, mais comment est-ce qu'on peut faire pour avoir autant d'énergie que par le passé? Est-ce qu'on peut faire des panneaux photovoltaïques, etc. Oui, c'est bien, il en faut, c'est sûr, il faut une transition, il faut sortir de l'énergie carbone, mais il faut aussi se poser la question du scénario négawatt, qui est la question de la sobriété. Alors, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, c'est les 3 volets du scénario négawatt. Et sur la sobriété, je pense qu'on peut parler du vélo, qui est un grand champion de la sobriété dans le domaine des transports. Aujourd'hui, il y a une grande partie des trajets qui font moins de 5 km à l'aller, donc ça fait 10 km aller-retour. On est à plus de 50% des trajets, c'est-à-dire des gens ils prennent leur voiture pour faire moins de 5 km, il y a plus de 50% des cas où c'est ça. Ce trajet-là, il est très faisable en vélo, et encore plus aujourd'hui en vélo électrique. Donc moi, ce que je réclame, c'est qu'on donne sa chance au vélo, qu'on mette tout le paquet, autant que ce qu'on a mis sur le BHNS, pour le vélo. Alors le BHNS, il arrive en centre-ville, il arrive jusqu'à la gare, il arrive jusqu'à l'hôpital. Pour ce qui est du vélo à Pau, eh bien, on arrive jusqu'au boulevard Alsace-Lorraine, et là, mais je ne peux pas aller au centre-ville. Donc, moi, je demande à ce qu'on mette, mette le paquet sur cette question qu'on n'évoque même pas. Enfin, qu'on n'a même pas, qui n'est même pas dans les intervenants ici ce soir. L'association Poids Vélo n'a pas été invitée. Alors d'ailleurs, je précise qu'on organise aussi un débat public le 6 mars à 20h à la salle Ricaborde, justement sur la question des transports précisément. L'association Poids Vélo organise ça. Je voulais parler de tous les avantages du vélo. C'est la pollution, l'absence de besoins énergétiques, l'occupation de l'espace public bien moindre, quand je parlais tout à l'heure d'arbres, de nature et de terrasses, la diminution de l'insécurité routière et aussi l'autonomie des personnes, c'est-à-dire la santé, bien sûr, c'est-à-dire l'exercice physique, mais aussi tous ces jeunes qui n'ont pas le permis et qui veulent se déplacer, ça leur donne une autonomie incroyable. Donc pour moi, il est essentiel que toutes les villes, Pau en fait partie, mais Pau n'est pas la seule ville avec ce type de problématique, c'est universel, mais il est essentiel, et M. Bayrou, je vous ai fait une présentation sur ce sujet-là il y a quelque temps,
c'est un enjeu d'avenir. Il est essentiel que la question du vélo soit une question de premier plan pour la transition énergétique. Alors, vous me permettez de vous répondre. Je vais vous répondre parce qu'il faut... Juste un petit dernier point aussi. Je voulais faire une petite précision sur le glyphosate dont on a parlé tout à l'heure, où on disait effectivement, chez nous, il n'est pas utilisé, c'est en Amérique du Nord. Je profite d'avoir le micro pour bien rappeler que, oui, en Amérique du Nord et même en Amérique du Sud, on utilise beaucoup le glyphosate. C'est pour produire des céréales qui sont souvent mangées ici, sur place, par notre bétail, qu'on élève en industrie, entre guillemets, concentrationnaire. C'est peut-être un mot un peu fort, mais néanmoins intensive. Et donc, oui, effectivement, ici, on n'épand pas de glyphosate, mais enfin, c'est comme pour la pollution et pour le carbone. Alors, oui, je voulais aussi parler de l'électricité. On nous dit tout à l'heure que la France est le pays le plus décarboné ou je ne sais quoi. Sur l'électricité, on a sûrement raison. Maintenant, les pays les plus décarbonés, si on prend des pays d'Afrique, on est clair qu'on est sur des taux de carbone qui sont bien plus bas par habitant, donc ce n'est pas au niveau mondial. Sur l'électricité, je veux bien le croire, mais il faut bien faire la différence, parce que l'électricité, ce n'est pas l'ensemble de notre consommation. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci. Moi, je vais vous répondre en 2 phrases. La première, parmi les villes, vous le savez bien parce qu'on a travaillé ensemble, parmi les villes de moins de 150 000 habitants en France, Pau est la 2e ville de France par le kilométrage de bandes et pistes cyclables. Chut. Et vous avez qu'à voir sur le trajet du Phébus la qualité des pistes cyclables, hein, des bandes cyclables. Alors attendez, ça c'est la première chose. Deuxièmement, tout le centre-ville est limité à 30 km/h et la limitation à 30 km/h entraîne, vous le savez, pour les vélos, pour les bicyclettes, une priorité, et vous verrez dessiner partout que c'est 30 km/h et avec une attention particulière portée au vélo. Pour le reste, troisièmement, moi je suis prêt à travailler avec vous, je vous l'ai déjà dit, il y a eu des réunions d'ailleurs, on peut en faire d'autres, sur la manière dont on peut organiser. Mais par exemple, le centre-ville, vous dites que ce n'est pas adapté. Le boulevard des Pyrénées doit être à peu près la plus belle bande cyclable de France, du monde. De France, ben, la plus belle. La plus belle. Et ceci... mais les piétons, ils ont le droit de vivre aussi. On ne peut pas... oui. C'est aussi parce que les pavés qui sont contre la balustrade sont un peu déjointés et on peut envisager de les refaire. Ça sera la prochaine étape. Voilà. Et c'est un investissement modeste. Je veux insister là-dessus parce que ça a coûté infiniment moins cher que beaucoup d'autres investissements antérieurs dans la ville. Voilà. Donc je voulais dire ça. 2e ville de France dans les villes de moins de 150 000 habitants. La Rochelle est première, avec 1,3 km par 1000 habitants. Nous avons 1,2 km par habitant, et Angers est la 3e à moins de 1 km par 1000 habitants. Donc, et après, toutes les autres sont infiniment moins. Donc on a cette chance formidable. Monsieur, tout le monde aura la parole. Faut pas vous... Tout le monde aura la parole. On va faire en 3 minutes. J'allais évoquer le sujet du vélo, parce que je pense que dans la transition écologique, dans 10 ans, le transport à l'intérieur d'une ville comme Pau doit avoir complètement changé de physionomie, et il y aura plus de bicyclettes que de voitures qui circuleront. Il faudrait, pour la prochaine mandature peut-être, que Pau, qui est capitale humaine, qui est capitale du Tour de France, devienne capitale cycliste, avec un plan effectivement qui ne coûte pas des fortunes, mais où, autour du centre-ville, on dessine clairement, et on en a un schéma, en étoile, pour l'accès au centre-ville de l'extérieur. Oui, mais que ça se prolonge et que les gens l'aient en tête pour se dire... Ils ne l'ont pas en tête. Voilà, ils ne l'ont pas encore en tête, et qu'ils puissent se dire, ah mais attends, c'est trop con de prendre la voiture, et on bascule sur le vélo. Alors, le vélo électrique... Pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai eu l'occasion d'essayer, je fais beaucoup de vélo, mais j'ai essayé le vélo électrique. C'est un truc extraordinaire qui est de l'avenir.
autant je ne crois pas dans un avenir massif de la voiture électrique, autant le vélo électrique, ça a tous les avantages du vélo et ça en supprime tous les inconvénients. Et à l'échelle d'une ville qui a un petit peu de relief, si on descend à la gare, qu'on remonte, oui. etc. Non mais la moindre bosse, le vélo électrique, c'est beaucoup moins, il y a un impact beaucoup moins grand sur les batteries, sur la problématique des batteries, parce que la consommation d'énergie pour une personne, c'est pas grand-chose. Pour une voiture qui pèse 1 tonne ou plus, c'est quelque chose qui est sans commune mesure. Voilà. On est dans un débat national, mais l'écologie, c'est pas une affaire nationale, c'est beaucoup une affaire locale et individuelle. Donc, on a assez parlé pour le vélo, mais c'est une priorité. Je passe au deuxième volet, et il n'est pas toujours dans le national, et pourtant il concerne la France. Il est au niveau européen. Je fais un petit rappel au passage, dans 95 jours, nous votons pour les élections européennes. Vous me direz quand commencera vraiment la campagne électorale des européennes. On devrait aujourd'hui être à fond là-dessus pour parler de qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine législature européenne, notamment en matière de transformation écologique. Je vais parler de 2 aspects. Un, le ferroutage, je ne sais pas si vous connaissez, massivement installé en Suisse, en Autriche, absent en France. Or, en France, vous avez des trains, il n'y a pas d'autre mot, de camions sur l'axe nord-sud, Lille, Paris, Lyon, Marseille, Italie, et tunnel du Mont-Blanc. Et de l'autre côté, donc Lille, Paris, Bordeaux, frontière espagnole et en Espagne. Bon. Le ferroutage, je pense que la transition écologique, elle est dans une impasse, en fait, parce que ça exige, pour certaines transformations, des investissements à hauteur d'une reconstruction d'après-guerre. Comment on a fait, après la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire le pays avec tous les fondamentaux? On l'a fait avec le plan Marshall. Bon, donc, est-ce que ça a généré une inflation galopante? Non, pas du tout. On était dans de l'investissement. Et je pense... À 15% quand même. Hein. Oui, d'accord. D'accord. 15% oui, par mais an. 15%, mais les salaires ont augmenté de 15%. Par an? Oui, oui, je sais bien. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir uniquement en ponctionnant des taxes sur un pays qui est déjà trop pressuré par les taxes et qu'il faut un investissement par la création, ça a été dit tout à l'heure, de sociétés peut-être d'économie mixte, quelque chose comme l'Airbus Industrie à l'échelle européenne, et tout ça avec des apports de capitaux massifs qui viendraient de la BCE et non pas d'États qui n'ont pas cette possibilité financière massive, parce que si on dit, bah oui, ok, très bien, dans 10 ans ou moins de 10 ans, on est capable de faire ces grands axes que je décrivais pour le ferroutage, comme on l'a fait quand on a fait le tunnel sous la Manche, ça coûte des fortunes, et on ne va jamais le faire. Et c'est tellement plus facile de dire, ouais, ben ça on verra plus tard, et résultat, vous êtes sur des autoroutes, c'est des trains de camions, et c'est infernal, voilà. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est à l'échelle européenne. Merci et beaucoup. Votre voisin, en 2 phrases. Oui, le 26 mai, ce sont les élections européennes qui vont traiter de ces sujets aussi beaucoup. Je n'ai aucun doute sur ce point. C'est aussi mon anniversaire. Enfin bon. Non, je mens, c'est le 25. Allez-y. Bon, je vais être court parce que j'ai déjà déposé mes remarques, questions et propositions sur le site de la mairie. Je signale, on a plus de 1000 contributions, enfin 981, 488 contributeurs qui ont déposé des textes et donc vous êtes parmi ceux-là. Voilà, je rebondis juste sur la question du ferroutage. Ça m'a évoqué un souvenir, je suis un retraité de l'industrie. Il y a 40 ans, il y avait au départ de Pau, tous les soirs, un train de semi-remorques qui partait sur Paris. Et les semi-remorques étaient reprises en main à Paris et c'était livré dans la nuit. Et ça a disparu. Bon, voilà, c'est la nostalgie. Alors, dans mes questions, j'ai mis en priorité l'isolation des bâtiments. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourra répondre à ma question. C'est est-ce qu'on a un bilan de ce qui a déjà été fait? Est-ce qu'on peut projeter les investissements à faire, parce que ça, c'est une priorité. C'est l'énergie qu'on ne consomme pas, on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi des gains pour les foyers au moment où on cherche des économies.
Donc ça n'a que des avantages. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui a été fait? Quel est le rythme qu'on pourrait soutenir et sur quel mode de financement? Monsieur Hamelin, et je poserai une question aussi aux gens de l'IPREM sur ce sujet. Voilà, alors j'ai une deuxième question, peut-être qui va s'adresser à quelqu'un d'autre du podium. La géothermie, je n'ai pas encore entendu parler des possibilités de la géothermie. Or, vous savez que nous avons un énorme projet à Pau. Hein, donc, alors, ben, c'est très bien. Voilà, et ça, je pense que ça pourrait être généralisé. On a tous les moyens, on a peut-être le potentiel qui existe dans la région. Est-ce qu'aussi on peut dire que c'est une piste crédible au niveau national? Voilà. Merci beaucoup. Alors, isolation, monsieur Hamelin. Alors, isolation, effectivement, c'est l'intervention de bon sens. Hein, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc, effectivement, il faut commencer par l'isolation, absolument. Ça, c'est déjà une réalité de toutes les opérations de rénovation de l'habitat, tout en respectant une chose, c'est que tout ça est affaire de décision individuelle, et le débat ce soir en rend abondamment compte. Il faut être convaincant, crédible, il faut avoir des systèmes d'aide, de soutien en tout cas à chacun d'entre nous qui correspondent à quelque chose. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des aides extrêmement importantes, comme jamais. Bon, ça fait 30 ans que je travaille dans ce domaine-là, pour les propriétaires occupants en tout cas, avec un plafond de ressources parfois. Il y a aujourd'hui des aides extrêmement attractives qui peuvent aller jusqu'à 80% de subventions. Il y a d'ailleurs la communauté d'agglomération qui apporte sa part. La seule chose dans le débat que je voulais apporter, c'est que, par contre, en France, il y a une catégorie qui est très mal considérée aujourd'hui, ce sont les locataires qui sont dans le parc privé, en situation de réelle précarité énergétique, et pour lesquels les mêmes aides n'existent pas, hélas. Et là, il y a un très grand déséquilibre qui est en train de se créer et qui pose beaucoup de problèmes, parce que ça rejoint les questions du mal logement, et finalement de ce qui a été dit tout à l'heure sur le reste à vivre pour chacun d'entre nous, et donc la possibilité de vivre décemment. Donc, par rapport à votre question, il y a des très grands progrès qui ont été faits ces dernières années, je n'ai pas les chiffres en tête, mais assurément, massivement aujourd'hui, par l'isolation, on arrive à limiter de plus en plus les consommations. C'est parfois des interventions qui ne coûtent pas très cher d'ailleurs. Souvent, il faut, avant de penser à des interventions très coûteuses en système de chauffage sophistiqué, il faut bien sûr commencer par isoler. Et à ce moment-là, on va dire que c'est tout à fait compréhensible. On a besoin d'un plus petit moteur à l'intérieur des habitations pour vivre confortablement et moins cher. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour l'IPREM. Est-ce que vous travaillez ou quelqu'un travaille sur les isolants? Parce que très souvent, on est prisonnier de cette loi physique qui veut que l'isolation soit plus important, enfin, soit proportionnelle à l'épaisseur de l'isolant. Est-ce qu'on travaille sur des isolants minces? Quand je vois des logements, et notamment des logements à Pau, je me dis que si on pouvait amincir les isolants, et les matériaux, c'est votre boulot, est-ce qu'il serait beaucoup plus facile d'isoler les maisons intérieurement ou extérieurement? Donc la démarche est très judicieuse, mais elle porte sur de longues années avant de pouvoir trouver le produit miracle qui permettra de diminuer de 30 ou 50% l'épaisseur des isolants. Donc là, pour ma part, je parlerai simplement d'un projet que nous avons mis en place au sein d'un appel à projet, une réponse à appel à projet TEPCV, qui avait été fait par le ministère de l'Environnement en 2015. Dans ce projet, nous avons mis en place la rénovation énergétique des bâtiments associés à la production d'énergie renouvelable. Donc là, il y a eu 22 projets de rénovation énergétique de bâtiments publics, je parle, et 8 projets de production d'énergie renouvelable, donc avec les OPV. Et la première démarche que nous avons voulu faire, c'était une démarche d'abord citoyenne, dans la mesure où nous voulions faire en sorte que les bâtiments publics qui étaient isolés, c'était prioritairement des bâtiments à vocation locative, de telle manière à ce que les
mais locative, mais aussi avec un bail social de type Palulos. Et donc là, cette réponse, c'était pour permettre aux locataires qui n'avaient pas beaucoup d'argent, puisqu'ils demandent à être aidés par des logements aidés, justement, d'avoir une dépense énergétique qui était là beaucoup moindre, de telle manière à ce qu'ils puissent avoir l'argent qu'ils ne dépensent pas, pouvoir l'utiliser à autre chose que de dépenser de l'électricité dans leur maison. Donc là, ça a été la première démarche. Et en fait, il est relativement simple de pouvoir isoler les bâtiments, même anciens, et d'arriver même à obtenir le label énergie positive, c'est-à-dire produire plus d'énergie que l'on consomme. Dans la mesure où il y a maintenant des éléments simples, comme la laine de verre, et le placoplâtre de 18, pour ceux qui s'y connaissent un peu, qui peuvent permettre d'isoler parfaitement une maison et d'avoir un gain énergétique de 30% par rapport à la consommation, rien qu'en isolant les murs et les combles. Ce 30% pour atteindre donc un bâtiment de classe énergétique de type C. Et donc là, dès le moment où on a atteint à peu près ce seuil d'isolation, il ne faut pas espérer obtenir une meilleure isolation. On pourrait obtenir une meilleure isolation en augmentant l'épaisseur des isolants, mais par contre l'investissement, le retour sur investissement se fera dans des années que l'on n'atteindra jamais. Donc c'est pour ça qu'arrivé à un certain seuil d'économie d'énergie, il faut entrevoir donc la production d'énergie. Donc c'est en fait une stratégie à 3 niveaux, tout en étant une stratégie locale pour les citoyens. Le premier niveau, c'est de diminuer et de faire attention à sa consommation énergétique, que l'on soit avec un véhicule ou chez soi. Pas essayer d'avoir des températures de 21, 22 degrés, avoir les fenêtres ouvertes sans faire attention. Ça, c'est le premier réflexe que l'on doit avoir, diminuer sa consommation d'énergie, quelle que soit l'isolation du bâtiment. La deuxième, c'est d'isoler le bâtiment. C'est vrai que ça coûte un peu d'argent, mais il y a un retour sur investissement de 7 à 8 ans. Et la troisième, donc, c'est de produire de l'énergie renouvelable avec des matériaux qui soient 100% recyclables. C'est pour ça que nous avons mis en place depuis 5 ans maintenant ce projet de panneaux photovoltaïques organiques totalement, et je le répète, totalement recyclable et 100% non toxique. Et c'est ça qui est fabuleux. Voilà. Et c'est un tout. Je vais... Oui. Marie-Vonne. Oui. Oui. Donc là, on a voulu jeter une bouteille à la mer. On parle de recyclage, d'isolation. Sur le territoire, on a des ovins laits, donc des brebis. Et les brebis, chaque année, il faut les tondre. Et donc, ça produit de la laine. Et il y a 300 000 brebis dans ce département, donc vous voyez à peu près la laine que ça produit. Il y a de quoi isoler la maison. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, cette laine, elle n'est pas utilisable pour le vêtement, parce que c'est une brebis, la basco-béarnaise et la manège qui est assez épaisse, donc elle ne va pas pour faire du... Dites pas de mal des brebis basco-béarnaises. Non, je ne dis rien. Alors, des brebis basques. Je ne dis rien de mal sur personne. Agestas, voilà. Mais sur les béarnaises, vous dites pas de mal. Donc, en fait, cette laine, aujourd'hui, elle n'a pas de filière. Elle ne trouve pas de filière. Il faut faire un isolant. Mais voilà. Donc, c'est pour ça, c'est bien une bouteille à la mer, pour dire qu'aujourd'hui, cette laine, elle est stockée sur les exploitations sans usage. Et on ne sait pas comment. Certains la font brûler, ce qui n'est pas très heureux. On ne sait pas comment la recycler et l'utiliser. Donc, voilà une filière à créer. Je peux répondre déjà. Oui. Il y a, au niveau de cette laine qui m'intéresse beaucoup parce que en fait, depuis tout petit déjà, je suis très attentif à la perte et à la disparition des industries de fabrication de la laine, pour les couvertures, tout ça qu'il y avait à Bagnères de Bigorre. Moi, je suis un Bigourdan, un Béarnais. Et il y a de moins en moins d'industries. Donc, moi, le bâtiment communal que j'ai voulu rénover, au tout départ, je voulais mettre, au lieu de mettre de la laine de verre ou la laine de roche, je voulais mettre la laine des Pyrénées. Et j'avais contacté un fabricant de ce type de laine, et il m'a répondu favorablement qu'il pouvait mettre en place un système d'isolation. Petit inconvénient pour lui, mais qui était très grand pour nous, il n'avait pas la certification
à cette époque, peut-être qu'il aura réussi à l'obtenir maintenant, la certification et le marché qui pourrait lui permettre justement de commercialiser cette laine. La certification, il faut certifier tous les produits que l'on met sur le marché, il faut pouvoir les certifier. Là, donc, il n'avait pas cette certification, et la seule chose qu'il avait, c'était d'introduire la laine sous pression, en flocons de neige, et combler et faire les intervalles entre les isolants, donc entre le placo et le mur intérieur. Donc là, ce projet-là n'a pas pu aboutir avec la laine des Béarnaises. J'aurais été très content. Mais par contre, on peut, et c'est là où c'est intéressant, s'il y a une démarche de plusieurs personnes qui seraient intéressées à ce projet-là, là, ce producteur-là pourrait utiliser la laine qui est brûlée à côté ou qui est jetée, la laine de tous les producteurs, qui pourraient utiliser cette laine-là et à des fins, justement, d'isolation des bâtiments. Eh bien, Marie-Vonne, moi, j'aurais appris quelque chose ce soir. Et il y a une idée que je trouve tout à fait intéressante et exploitable sur ce sujet. J'espère qu'on va pouvoir, effectivement... Et bien, voilà. Jouer l'Internet pour arriver à trouver une solution. Super. Si vous permettez, juste... À plusieurs endroits, j'ai été interpellée, donc je vais essayer de répondre aux différentes questions qui ont été sollicitées par les uns et les autres très rapidement, mais je pense quand même qu'il faut que j'amène quelques éléments d'éclaircissement. Je suis maire d'une petite commune rurale. Vous avez parlé beaucoup de vélo, de mobilité, de concentration, d'utilité sur la ville. Mais moi, je vais vous poser le problème dans l'autre sens. C'est très bien tout ça, mais vous prenez l'exemple de la Corse. Je trouve que c'est un bel exemple, la Corse. Vous allez en vacances en Corse, arrêtez-vous à Ajaccio, Bastia, mais n'allez pas à Corté, à l'intérieur, vous ne pouvez plus passer. Il n'y a plus de route. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de route. Est-ce que c'est ça que vous voulez ici? Je ne pense pas. Donc attention, réfléchissons à voir comment on peut, non pas simplement penser à reconcentrer tout dans les villes, mais à retrouver un mitage intelligent et cohérent sur le territoire pour qu'il y ait de l'industrie partout, qu'il y ait de la vie partout, et un territoire qui a encore une raison d'exister, avec son âme, sa culture, partout. Voilà, ça c'est un point. Merci beaucoup. Un autre point sur lequel je voudrais intervenir, on a parlé de la biodiversité et de la préservation de la biodiversité. Donc vous avez bien compris qu'on était un territoire d'herbe chez nous, avec des cohérences et une présence quand même très forte d'espèces, et on est très protégés. Et aujourd'hui, s'il y a des plans d'action de préservation et des plans d'action sur du Natura 2000 par exemple, c'est pas parce qu'on est arrivé à des seuils d'alerte, mais c'est parce qu'on a encore des choses à préserver ici. Le Desban des Pyrénées, par exemple, il est encore ici. C'est parce qu'on a fait un travail pour le préserver. Donc, ne soyons pas à décrier tout, ayons conscience qu'on a des niveaux d'alerte, mais on a déjà des choses qui ont été faites. Mais je voulais juste vous donner un exemple, parce qu'il y a aussi la lecture de l'homme, à travers tout ce que l'on fait, tout ce que l'on voit. La météo, vous savez très bien, elle a 200 ans. Mais on a des écrits qui nous permettent de comprendre à travers l'histoire quels ont été les éléments majeurs en termes de météorologie. Pour la vision de la préservation de la biodiversité, on a encore moins que ça. Et je prendrai juste un exemple. Le gypaète barbu, espèce protégée. Sur le haut de l'Arro, on avait trouvé un nid et on avait eu une idée géniale de se dire on va éloigner l'homme de l'animal pour le préserver. On a créé une zone de protection de 1 km sur lequel on a interdit toute activité agricole. Plus de tracteurs pour aller faner les prés. Débrouillez-vous avec même pas le motofaucheur. Vous y allez, vous mettez les brebis, mais vous ne faites plus de foin. Voilà, donc je ne vais pas vous détailler plus le plan d'action, hormis qu'ils avaient un problème, c'est que les motos qui montaient à travers les pistes, ils n'arrivaient pas à les gérer. Donc la contrainte était pour les locaux, par contre les gens itinérants, on ne les gérait pas. Et bien le gypaète, lui, il a trouvé que l'idée n'était pas si bonne que ça en fait. Parce que vu qu'il n'avait plus l'homme en proximité, eh bien il est parti de là. Il est allé s'installer là où était l'homme. Donc il y a des cohérences aujourd'hui qu'il faudrait arriver à recomprendre. Et aujourd'hui, nous, si on a une diversité encore dans les flores, et on fait des concours de prairies fleuries, donc, qui sont menés par la Chambre d'agriculture, on fait des plans d'action aujourd'hui sur la reconnaissance, et il y a un travail qui a été fait par le GIS et par Jean-Marc Arance qui est hyper intéressant, qui a d'ailleurs contribué à Climatera, sur la reconnaissance des flores pyrénéennes. Je vous invite à aller le regarder, c'est extrêmement riche. Et la première des contributions au maintien de la flore pyrénéenne, c'est la fauche. Et moi, j'ai voulu m'amuser, rentrant dans un plan Natura 2000 en bord de Gave, je suis à côté du Saison,
à faire une évaluation des espèces intéressantes, pertinentes, sur des fougerets, sur lesquels on fauche des tuiles donc, et de la fougère. Je n'ai rien trouvé à part de l'orchidée, c'est tout. C'est-à-dire que la biodiversité, dans un milieu qui est, on va dire, naturellement pauvre parce qu'il n'a pas été exploité par l'homme, est aussi pauvre en termes de biodiversité. Donc attention aux idées un peu reçues. Il faut vraiment rentrer dans les sujets, avec beaucoup de modestie là aussi, pour comprendre comment la nature évolue et comment on a contribué à la détruire ou à la construire. Merci beaucoup, Marie-Yvonne. Alors, je vais continuer à donner la parole. Je voudrais dire une chose. La seule qui n'a pas été interpellée ici, c'est Véronique Mabrut, parce que vous ne posez pas de questions sur l'eau. Donc, je suis content de vous donner la parole sur ce sujet. Non, pas un discours fleuve. Oui, bonjour. Degas Dominique, retraité exploitant agricole. Justement, madame, je voulais m'adresser à vous, ça tombe bien. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la zone du Piémont, vous avez dû apprendre qu'il y avait une énorme carrière de granulats qui allait se faire entre le Bâgé d'Arrudy et le Bâgé d'Oleron sur 120 hectares, avec le saumon, le gave d'Ossau qui passe en contrebas. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Parce que c'est monstrueux ce qui va se faire. Comment dirais-je, quand les gens vont arriver sur Bel-Air, ce que je faisais moi quand j'étais gosse, en descendant de Paris, j'arrivais à la côte de Bel-Air au sommet, il y avait le panorama magnifique, et mon père disait, ça y est, on arrive. Ça va être un saccage. 120 hectares. Le pain de sucre, ce qu'on appelle le pain de sucre, parce que j'étais agriculteur, donc je travaillais sur les terres devant le pain de sucre, va être éliminé et creusé de 100 mètres encore en dessous. Sachant qu'à Augeux, il y a les eaux minérales. Pour le moment, c'est le silence du côté de la Sémo. Alors, je ne sais pas si Augeux-les-Bains va s'appeler Augeux-les-Bains ou Augeux-les-Mines, mais il va y avoir un problème. Sachant que l'eau du robinet, c'est la même source, c'est le même site dit du lavoir, donc tout le Bâgé le Piémont pyrénéen, de l'Azère qu'étant, qui alimente aussi le syndicat des eaux pour l'eau du robinet. Alors, franchement, ça serait dommage que la Sémo ait des ennuis en cas de pollution, mais on peut se passer encore de boire de l'eau de la bouteille. Par contre, l'eau du robinet, il risque d'avoir un problème. Alors, est-ce que l'agence Adour-Garonne va... voilà, c'est sur ce point est-ce qu'il y a des questions sur le même sujet ou sur le... Monsieur? Une précision pour madame l'agricultrice. Président, mais très court. Je vous rejoins... Non, mais je vous rejoins sur à peu près tout ce que vous avez dit. Il n'y a pas de doute, pourtant je ne suis pas à la Fédé. Hein. Mais moi, oui. Mais sur un point quand même, vous avez dit que les paysans avaient su relever le défi. C'est vrai. Mais enfin, il y a eu quand même pas mal de paysans, et ça, je rejoins ce que j'avais dit la dernière fois ici au débat. Combien de victimes? Maintenant, pour être agriculteur, pour être déclaré jeune agriculteur, c'est quel âge? 40 ans? Non? Non. Oui, mais on peut être... Oui, j'en sais bien. Mais pour ramasser le nombre de jeunes agriculteurs, maintenant, même ceux qui ont 40 ans sont déclarés jeunes agriculteurs. Merci. Voilà. Merci. Monsieur avec la barbe, là-bas. On vous apporte le micro. Ne soyez pas impatient, vous allez avoir la parole. Alors oui, ma question portait sur la pollution de l'eau et notamment la pollution par les résidus d'oestrogènes issus de résidus contraceptifs qu'on retrouve dans les rivières et dans l'eau du robinet. Donc apparemment les stations d'épuration n'éliminent pas ces résidus à l'heure actuelle et ça a des conséquences écologiques majeures évidemment sur les animaux mais aussi sur les êtres humains, sur la fertilité. Donc ma question, est-ce qu'il y a des choses de prévues à ce niveau-là, peut-être pour améliorer notamment l'épuration de l'eau, pour qu'elle soit plus efficace et qu'elle puisse éliminer ces résidus. Et de là, évidemment, il y aurait des conséquences bénéfiques pour tous les animaux et aussi pour l'être humain et toutes les questions liées à la fertilité, puisqu'on sait que c'est des questions aussi qui génèrent aussi énormément d'argent dans la recherche, pour notamment la recherche sur la procréation médicalement assistée ou fécondation in vitro. Donc voilà, ma question porte là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Merci. De traiter le problème en amont? J'ai une deuxième question éventuellement, mais sur un autre sujet. Allez-y, posez-la. Mais alors le deuxième sujet, en fait, c'était sur le réchauffement climatique qui a déjà été abordé.
Je voudrais préciser qu'il y a un débat qui devrait avoir lieu sur ce sujet, puisque la question n'est pas tellement de savoir s'il y a un changement climatique ou si ça se réchauffe pas, mais c'est de savoir pourquoi ça se réchauffe. Et actuellement, il y a une forme d'unanimisme sur la question qui prétend que c'est simplement la cause humaine qui est responsable de ce réchauffement, alors qu'on sait qu'il y a d'autres scientifiques qui pensent que c'est principalement l'activité solaire. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi on ne peut pas avoir ce débat sereinement. On sait que dans les médias, ça a été beaucoup confisqué et qu'on n'entend qu'un seul son de cloche, alors qu'il y a énormément de conséquences politiques qui ont lieu via des taxes, via une sorte de financiarisation de l'écologie. Donc attention à ce que cette question du climat, qui n'est pas du tout, contrairement à ce qu'ont fait les politiques tranchées scientifiquement, ne phagocyte pas toutes les questions écologiques, parce que quand bien même nous aurions des tonnes de taxes carbone ou que nous aurions des éoliennes et de je ne sais quoi de photovoltaïque, ça ne résoudra pas les questions écologiques fondamentales liées aux pesticides, à la pollution de l'air, etc. Donc voilà ma question. Merci. Ma deuxième question. En tout cas, des éoliennes chez nous, on ne peut pas, on n'a pas de vent. Oui, monsieur Biscay. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'eau? Non, vous avez déjà parlé longtemps. Vous? Merci. Je suis un peu directif. Je voudrais commencer en parlant du saumon, effectivement. Au début du XXe siècle, les gaves d'Oloron, de Pau, etc., étaient considérées comme une des plus belles zones pour la pêche du saumon au monde. Et cela attirait des amateurs venant de régions lointaines, Angleterre, États-Unis, etc., qui venaient passer des séjours et pêcher le saumon. Là-dessus, l'agriculture intensive, productiviste, a considérablement dégradé la qualité de nos eaux et, si vous voulez, le saumon a progressivement régressé largement. Aujourd'hui, on se rend bien compte, et je vais en reparler, que cette agriculture-là arrive quand même, non pas dans le mur, mais à une nécessité de retransition considérable pour se décarboner. Il n'empêche qu'il reste ce problème des gravières, qu'il reste aussi le problème de la pêche très importante qui est faite à Bayonne. À Bayonne. C'est ce que j'allais dire. Si on veut du saumon, il ne faut pas le pêcher à Bayonne. Et vous simple. ne savez pas, Madame Lagaronne, tout à l'heure, se demander où étaient les lobbies. Pourquoi ça se maintient? Parce qu'il y a un industriel à Peyrehorade qui a basé son industrie de conserverie là-dessus et qui utilise tous les réseaux possibles pour empêcher la disparition de... C'est unique, tout autour de l'Atlantique, la seule zone au monde où on empêche le saumon de remonter alors qu'il est considéré comme étant intéressant et de la biodiversité. Voilà, on perpétue cette autorisation presque illégale, si vous voulez, d'empêcher le saumon de remonter, outre les autres problèmes qui risquent de s'enchaîner par la suite. Ceci dit, je voudrais revenir un petit peu sur la tonalité de ce soir, de ce débat. Je trouve qu'on a quand même fait un peu la part trop belle au modèle agricole actuel qui est porté par la Chambre d'agriculture et tout ce conglomérat qui s'appelle FNSEA, qui s'appelle Grande Distribution, qui s'appelle... oui, voilà. Qui nous a imposé ici en Béarn un type d'agriculture dominé par Ralise et d'autres qui continue à marquer les esprits, à persévérer dans ce système
qui finalement, vous dites, si on change, il va falloir payer. Mais nous payons déjà, madame. Nous ne payons pas les prix au rabais des produits agricoles, peut-être, mais tous les dégâts environnementaux qui s'en suivent par ce type d'agriculture, tous les dégâts sur les eaux, sur la pollution des eaux, atrazine, etc., qui persistent encore alors que les interdictions sont déjà lointaines, hein, voilà, tout cela, nous le payons. Et nous payons aussi. Hein, nous payons aussi toutes les conséquences de cette malbouffe que nous impose l'industrie agroalimentaire. Hein. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Payer un petit peu plus cher de vrais aliments, des aliments sains, ou alors aller subventionner la sécurité sociale comme on peut, ou alors trouver des expédients et aller acheter toujours moins cher la viande, vous savez où, n'est-ce pas? C'est pas la peine d'en parler. Quant au glyphosate, il n'y a pas que le glyphosate. Il y a aussi tous les pesticides. Hein. Actuellement, on est en train de parler des SDHI, qui sont très largement utilisés dans notre agriculture. Par exemple, 70% des cultures en blé sont traitées avec ces 17 pesticides que l'on appelle SDHI. Hein, voilà. Or, les lobbies, alors que l'on était sur le point de les interdire, comme les néocotinoïdes, etc., ne serait-ce que pour sauver les abeilles, les lobbies interviennent en ce moment. Hein, et c'est un problème qui va être discuté au Parlement. Voilà. Donc, glyphosate, un pas en avant, un pas en arrière. 2, 3. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, moi j'ai écouté quand même M. Macron, notre président, qui a déclaré, dans le Massif central, je ne me rappelle plus du lieu, qu'il faudrait revenir avec des exceptions pour l'agriculture de conservation. Vous savez ce que c'est l'agriculture de conservation? Actuellement, on se tient à Paris, pendant 4 jours, un colloque, fort cher d'ailleurs pour y aller, qui est sous l'égide d'un groupement où il y a beaucoup de Gersois d'ailleurs, qui s'appelle Sol Vivant. Ce groupement-là est en train de promouvoir un type d'agriculture qui, pour les agriculteurs productivistes, peut paraître comme une solution intéressante, a priori. Pourquoi? Parce que cette agriculture-là, elle est basée sur l'idée de la restauration de la vie des sols. On restaure la vie des sols, notamment en leur apportant des matières carbonées. Donc, on va chercher à avoir la production la plus importante de biomasse qui sera ensuite roulée sur le champ et on procédera à des semis interstitiels. Pourquoi? Parce que ce carbone-là, que l'on fixe déjà, vous voyez, c'est du carbone que l'on soustrait, du gaz carbonique que l'on soustrait. Ce carbone sur le sol va permettre le début de tout le cycle de refertilisation du sol, parce que c'est par ce carbone que s'installent les champignons, qui eux-mêmes vont permettre ensuite aux bactéries d'entrer en action et d'assurer la transformation des nitrates, etc., des matières organiques en minéraux. Cette agriculture de conservation est très intéressante, vous voyez, sur le principe, sauf que elle est déjà noyautée. Elle est déjà noyautée parce que, évidemment, faire beaucoup de biomasse, c'est très intéressant pour Monsanto-Bayer.
Mais non, c'est intéressant pour nous tous. Mais enfin, si vous ne vous rendez pas compte, n'est-ce pas? C'est ce que je disais avant. Il y a des gens qui sont contre tout. Non, mais il se trouve que la biomasse... Excusez-moi, monsieur. Je me laisse passionner, mais je réponds sur un ton amical. Sur un ton amical. Vous dites, mais regardez tout le mal qu'on fait à l'humanité. Non. Nous vivons 20 ans plus longtemps qu'à l'époque où on n'avait que des productions sans aucune intervention chimique. 20 ans ou 25 ans, plus longtemps. Jamais dans nos pays, la durée de vie n'a été aussi longue que celle-là. Jamais. Ça prouve quand même que notre alimentation ne doit pas être complètement pourrie. Vous voyez ce que je veux dire? Essayons de mettre un peu qu'il faille intervenir. Mais la biomasse, c'est une chance formidable. Oui. Ça prend du carbone dans l'atmosphère et ça le fixe. C'est-à-dire que nous faisons baisser la quantité de carbone dans l'atmosphère. On ne peut pas être, comment je peux dire ça, réactionnaire ou au point de refuser des progrès aussi importants que cela. Je n'ai pas dit cela. Voilà, même. J'ai dit que c'était très intéressant. Mais Monsanto n'est pas du tout là, c'est la biomasse. J'ai dit que c'était très intéressant comme approche, mais que malheureusement déjà, si vous voulez, les grands groupes qui produisent des mutagènes ou des OGM se positionnent. Eh bien, là, en l'occurrence, voilà, c'est ça. Là, en l'occurrence, s'ils font ça, c'est très bien. Marie-Vonne, pardon de m'être passionné. Si vous permettez, on y vient alors. C'est pas fini. Pour conclure, je dirais, nous avons besoin de changer notre modèle agricole, de le faire évoluer. Des productivistes peuvent peut-être trouver sur cette voie une alternative, très bien, mais en même temps, nous devons aussi encourager tous ces jeunes et souvent des femmes qui actuellement s'installent en Béarn, très souvent d'ailleurs sans les aides à l'installation, et qui nous fournissent aujourd'hui ces produits de qualité que nous, consommateurs d'urbain, nous devons nous organiser pour pouvoir les acheminer vers nos villes, etc. Voilà. Très bien. Après Marie-Vonne, après. D'autres questions sur l'eau? Non, vous avez parlé longtemps. Je ne peux pas, je vais me faire lyncher. Oui, mais je vais me faire lyncher. Vous reviendrez. Vous allez le déposer. Oui. Non, sur l'eau. Je prends toutes les questions sur l'eau. Comme ça, vous êtes sur l'eau? Oui. Oui, je vais poser la question sur l'eau. Oui. Bonjour. Alors, en fait, on s'est aperçu, enfin, l'État s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de fuites d'eau. Donc, on parle de conduites d'eau. De conduites d'eau qui sont très vieilles et donc beaucoup de fuites d'eau. Bon, donc, gaspillage d'eau. Terrible, comme on dit, gaspillage d'énergie, mais c'est quand même une énergie vitale pour le monde entier, et surtout qu'il y a des États qui manquent beaucoup d'eau. Donc savoir si l'État a une politique pour justement la réparation de toutes ces fuites. Vous allez avoir des réponses. Voilà. Peut-être pas tout à fait aussi satisfaisantes que vous et moi, nous l'espérerions. C'est une énergie malheureusement. Merci beaucoup. Question sur l'eau. Question sur l'eau? Monsieur Tricot-Gris, au fond. Les rangs s'éclaircissent un peu, mais... Oui, dans le monde, il y a beaucoup de pays qui vivent qui puisent leurs ressources en eau dans des nappes fossiles, c'est-à-dire des nappes qui ont 20 000 ans et qui ne sont absolument pas renouvelables. Je sais que dans l'Hérault, dans le secteur d'Ampaka et tout ça, je crois qu'on est à un pourcentage de 20% de prélèvement dans ces nappes.
Je sais qu'en Aquitaine, il y a une nappe qui va de Bordeaux jusqu'à Naï à peu près, mais je ne sais pas du tout, je crois qu'il y a quelques infiltrations de sel marine, mais je ne sais pas du tout quel est le pourcentage d'utilisation de cette nappe dans le... Jusqu'à Naï, vous avez dit? Oui, jusque vers Naï, oui. C'est génial. Vous pouvez faire un puits, normalement vous devriez atteindre cette nappe. Voilà. D'autres questions sur l'eau? Monsieur Terrana, au fond. Moi, ça va être... Vous m'entendez d'abord? Moi, c'est deux expériences que je voudrais vous faire bénéficier. Concernant le consommer moins. L'année dernière, j'ai eu l'occasion, après je reviens sur le tout de suite, hein. L'année dernière, j'ai eu l'occasion d'étudier de près ce qu'on appelle le bâtiment passif. On va vous l'expliquer mieux que moi. Et d'autre part, concernant l'eau, j'ai une autre expérience. Au cours de mes voyages, j'ai découvert un petit objet qui ne coûte pas cher, que j'ai installé chez moi. Ça fait 15 ans que je reçois périodiquement, comme tout le monde, ma facture d'eau. Depuis 3 ans, j'ai pu constater qu'avec cet objet, j'ai réussi à économiser plus de 30% d'eau. Donc uniquement, cet objet est posé sur le robinet de la cuisine et sur le lavabo, rien d'autre. Pas sur la douche, j'avais pas eu l'occasion de l'acheter pour la douche. Voilà, donc vous qui, ma foi, êtes maintenant président de près de 10 000 logements, il serait bon que vous en fassiez bénéficier à ces locataires, M. Bayrou. C'est une suggestion que je fais. Mais c'est quoi ce petit objet? Ben écoutez, je suis prêt à venir à la mairie ou ailleurs, le démonter chez moi et vous en faire une démonstration. Non, mais c'est quoi? Racontez-nous. Là, vous avez un mousseur, c'est marqué dans ce document. C'est un objet encore plus perfectionné que le mousseur classique que l'on peut trouver dans les robinets. C'est un objet assez sophistiqué qui ne coûte pas cher, mais je ne suis pas technicien, je ne suis pas ingénieur dans ce domaine-là, mais je voudrais vous le présenter avec une démonstration. Vous comprendrez rapidement l'intérêt individuellement de l'économie qu'on peut faire. Au prix où coûte l'eau, en même pas 3 mois, il va être amorti. Voilà. C'est ce que je fais chez moi. Je peux vous apporter mes factures d'eau de ces 10 dernières années, vous les comparez. Voilà. J'ai plus rien à Merci beaucoup. Plus rien à ajouter. S'il vous plaît, je peux peut-être... Pardon, M. Bayrou. Juste... Ah, pardon, monsieur Hamelin. Non, c'est juste par rapport à ce que dit monsieur sur ce qu'il a en main, c'est le guide des éco-gestes qui se trouve à l'entrée. Et c'est un guide qui est produit par l'ADEME et qui est distribué par l'Espace Info Énergie qui existe à Pau et qui est une structure de conseil gratuit pour les particuliers. Et donc ce dont vous parlez, c'est effectivement un mousseur qui s'adapte sur les robinets, mais il y a tout un tas d'autres éco-gestes à réaliser chez soi et qui permettent d'avoir des gains importants. Donc je vous invite à prendre ce guide à la sortie. J'applique la démocratie. Monsieur, vous avez parlé 1 quart d'heure. Est-ce que vous me promettez de parler en 1 minute? Vous entendez, je vais me faire lyncher. Chut. Je vais vous donner la parole 1 minute. 1 minute. Mais elle va répondre à tout. C'est sur l'eau. Sur l'eau, elle va tout répondre à la fois. Chut. Mais si. J'ai dans 1 minute. Sur l'eau, je suis en train de faire un dossier sur la facturation. Donc, le prix de l'eau au mètre cube est facturé à 3,08 € le mètre cube en prenant la totalité des abonnements, en sachant que l'augmentation de l'eau est passée de 2,77 € à 2,82 €, elle est passée à 2,81 €. Maintenant, sur ces 3,08 €, effectivement, Adour prend combien en pourcentage? Je pense que c'est un pourcentage qui est vraiment infime. Par contre, est-ce qu'Adour, vous répondrez à la question s'il vous plaît, est-ce qu'Adour est responsable donc des canalisations? En sachant qu'actuellement, dans la région, on a des fuites, effectivement, les moins importantes de France, on est à 68%. Par contre, de 68 à 100%, il y a quand même presque 30% qui gèrent. En sachant qu'il y a des endroits où l'eau, on est à 60%. Il est vrai que l'eau qu'on a dans la communauté d'Aglo vient de la source de Pau. Ma question, c'est également, donc, les sociétés qui sont gestionnaires de ça profitent de toute l'installation qui a été faite avec les crédits publics et ils s'engraissent. Et je peux vous donner la preuve qu'en fait, avec les factures intermédiaires, on paye TTC et à la facture finale, on est remboursé
Donc Merci. uniquement en hors taxe. Simplement ici, il n'y a pas de société privée pour l'eau, c'est en régie. C'est en régie. C'est nous qui fournissons l'eau à la ville pour l'essentiel. D'autres questions sur l'eau? Questions sur l'eau? Dernière question sur l'eau. Oui, bonsoir. Sur l'eau aussi. Je voulais savoir, quand l'agence de l'eau attribue des sommes à des associations d'utilité publique, est-ce qu'il y a derrière une obligation de résultat? Vous voyez à quoi il fait allusion, ce monsieur? Vous faites allusion à quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Ça marche, hein? Oui. Deux exemples. À Migradour, vous financez Migradour, par exemple, une somme qui est importante. Je crois que c'est de l'ordre de 400 000 euros pour le saumon. Et ensuite, vous financez aussi des brigades de source avec la Fédération de pêche. Et derrière, je voulais savoir s'il y a des obligations de résultat. Merci. Voilà. Monsieur, dernière, 30 secondes, vous avez dit. Juste préciser que la plupart des réseaux d'eau et d'assainissement sont des réseaux publics. Oui. La totalité. Et la plus grande partie ont des concessionnaires. C'est-à-dire qu'il y a des fermages, des concessionnaires, si vous voulez. Et dans le contrat de concession, il est prévu un taux de performance. Donc il appartient aux collectivités propriétaires des réseaux de veiller au strict respect du cahier des charges, et notamment du taux de rendement. Quelqu'un parlait de 68% de taux de rendement, il est très bas. Il est très bas. Un bon taux de rendement, c'est aux alentours de 80%. Et c'est-à-dire que quand on est à 68%, il y a sur 100 litres d'eau qui sont puisés, il n'y en a que 68 qui sont facturés. Le reste se perd dans la nature. Donc il appartient aux propriétaires des réseaux, aux collectivités la plupart, d'être très vigilants dans le respect des clauses contractuelles des contrats. Les sociétés concessionnaires sont pénalisables. Bien, merci beaucoup. C'était un peu plus de 30 secondes, mais pas beaucoup plus. C'est sur l'eau toujours? Non. Sur l'eau, sur l'eau, les questions sont finies. Et Madame Mabrut, vous avez la parole pour répondre à tout. Vous me rappellerez si j'en ai oublié, parce que... Alors, c'est vrai que jusqu'à ce moment, on a parlé beaucoup d'atténuation du changement climatique avec tout ce qui touchait à la transition énergétique. Le domaine dans lequel travaille l'Agence de l'eau, on est plutôt sur l'adaptation au changement climatique, les conséquences de ce dérèglement climatique, et plutôt comment on va, par des actions, limiter la vulnérabilité de nos territoires pour les rendre plus résilients et en même temps nous adapter. Donc pour ce faire, un organisme comme l'Agence de l'eau, il faut peut-être que je vous explique 2-3 choses qui vont répondre à la question de monsieur sur les rivières. C'est-à-dire que c'est un organisme qui travaille à l'échelle des bassins. Nous, on a une originalité, c'est qu'on ne travaille pas sur un département, mais on travaille, c'est les lignes de cours d'eau et les lignes de partage des eaux qui dessinent le bassin. Donc le grand bassin Adour-Garonne, il part depuis au-delà de Toulouse et il remonte aux limites du Massif central, sous la Charente, et on a les grands bassins Adour-Garonne. Sur le principe même des agences de l'eau, autre originalité, c'est que tout à l'heure, monsieur l'évoquait, je l'ai dit en préambule, c'est que la facture, et votre facture d'eau en particulier, mais pas uniquement votre facture d'eau, comprend une part de redevance à l'agence. Alors la part de redevance à l'agence, elle est pas minime, hein, il y a beaucoup de redevances à l'agence. Il faudra regarder, elle est entre 15 et 20% en fonction de la facture d'eau. Et avec cette totalité, ce que l'on appelle une redevance, donc j'allais dire un petit pécule financier, on utilise cet argent pour accompagner des projets sur le territoire qui vont permettre de sauvegarder les milieux aquatiques et préserver l'eau potable. C'est ainsi qu'on peut intervenir sur des programmes. Je regarde je regarde Marie-Vonne, c'est plus facile à dire, mais c'est vrai qu'on accompagne des programmes agricoles qui visent à développer l'agroécologie, et en particulier avec la Chambre d'agriculture du 64, pour qu'il soit mis en place des expérimentations pour tester un nouveau mode agricole sur le territoire. Dans le domaine des milieux aquatiques, pour revenir sur les aspects, je reviendrai sur la facture d'eau, pour revenir sur les aspects de la rivière. Donc, on a accompagné depuis maintenant les agences de l'eau, ce sont des structures qui ont 50 ans.
Depuis maintenant une trentaine d'années, on accompagne des structures de bassin versant, c'est-à-dire des syndicats de rivières, qui travaillent à l'échelle du bassin versant pour faire pleinement jouer les solidarités amont et aval. Donc tout ce qui se passe à l'amont et qui se répercute à l'aval est considéré par une même structure, de façon à ce que les travaux des uns n'impactent pas les autres et qu'il y ait une solidarité dans le travail et dans les actions qui sont conduites sur le cours d'eau, mais également une solidarité financière. Donc ces structures de rivières, ces syndicats de rivières qui ont aujourd'hui largement évolué, mais je ne vais pas m'étendre, donc sont finalement les structures qui sont en veille sur les territoires en termes de milieu. Donc il y a sur le territoire où vous évoquiez la carrière, c'est ça. Donc une vigilance des syndicats qui sont sur ce territoire et qui auront un avis à donner. Donc aujourd'hui, nous, officiellement, à l'agence, on n'a pas été saisis sur ce projet-là. Mais l'idée, quand un projet se développe, c'est qu'on analyse de façon assez large les conséquences de ce projet, à la fois sur le cours d'eau et à la fois les impacts qu'il peut avoir. Vous parliez de Haut-Jeu, donc les impacts qu'il peut avoir sur les ressources en eau d'Haut-Jeu. Parce que, oui. Ah, donc ça m'étonne un peu quand même. On pourra en rediscuter. Hein. Alors, sur ces impacts et sur ces travaux qui peuvent être faits à proximité des cours d'eau, aujourd'hui, dans un contexte de changement climatique, on se dit bien, et ça existait déjà hier, il fallait éviter de mettre à mal ces milieux aquatiques. Donc aujourd'hui, au contraire, il faut encore plus qu'hier analyser et ne pas créer finalement des dysfonctionnements majeurs dans une situation où demain, on en a peu parlé ce soir, le dérèglement climatique, ce qui se profile demain, c'est quand même une tension certaine sur la gestion de l'eau. Aujourd'hui, chacun ouvre son robinet, ne se pose pas trop de questions. Demain, on ouvrira peut-être son robinet, mais on aura moins d'eau pour nos jardins. Et je vous rappelle seulement que les cours d'eau du département 64 n'ont jamais eu des débits aussi bas que cet hiver et que le stock de neige que l'on a aujourd'hui sur nos montagnes ne sera pas suffisant durant l'été pour consolider des débits et donc des usages de l'eau derrière, qu'ils soient économiques, qu'ils soient de loisirs, puisque les usages de l'eau sont pluriels. Donc sur les territoires, il y a ces structures de rivières et qui sont là pour accompagner des projets, donc des projets qui vont maintenir de la biodiversité, maintenir la qualité des cours d'eau et préserver ces milieux exceptionnels. Du coup, comme je suis la rivière, je vais passer sur le saumon, parce qu'on est un peu sur les mêmes territoires, avec toujours sur ce département des Pyrénées-Atlantiques, donc un territoire emblématique encore pour le saumon, même si on a eu moins de saumon, mais un énorme travail qui a été fait au cours de ces dernières années avec des organismes comme Migradour, puisque monsieur le citait, avec l'Agence française de la biodiversité, avec les services de l'État, avec les associations de pêcheurs, pour derrière accompagner et sauvegarder ce saumon très prisé sur ce territoire et qui marque bien ce territoire et qui est un marqueur, un formidable marqueur de la qualité de nos cours d'eau. C'est aussi ça l'essentiel. Donc beaucoup de travail qui ont été faits et quand on accompagne un organisme comme Migradour, mais comme n'importe quel organisme, comme une station d'épuration, puisque l'objectif de l'argent qui est collecté, c'est pour accompagner des projets qui vont améliorer la situation sur l'eau et les milieux aquatiques. Donc on peut accompagner une station d'épuration dans sa construction, on peut accompagner un organisme comme Migradour parce qu'il va conduire un certain nombre de travaux qui vont contribuer à améliorer la sauvegarde du saumon sur le territoire. Alors derrière, aujourd'hui, on commence. Alors ce sont des travaux de longue haleine, et j'allais dire aujourd'hui, il est important d'agir vite parce qu'on voit qu'avec le changement climatique, les débits baissent dans les cours d'eau et que ce sera demain encore plus difficile pour nos saumons de remonter, voire de redescendre, puisque c'est une espèce qui a besoin à la fois d'eau douce et de l'eau marine pour se développer. Donc sur ces travaux-là et sur le saumon, un énorme travail qui a été fait.
vous remettiez en cause la qualité du cours d'eau et l'agriculture qui est menée sur ces territoires-là. Mais là aussi, les choses, elles évoluent, puisque à la fois les syndicats de rivières qui sont sur ces cours d'eau et travaillent en partenariat avec la Chambre d'agriculture pour qu'on améliore les pratiques agricoles sur ces territoires-là, de façon à limiter à la fois l'érosion des sols et à la fois l'impact des phytosanitaires et de l'azote. Et puis dans un autre chantier, et j'allais dire, j'étais assez contente qu'on ne me passe pas le micro pour l'hydroélectricité, parce que d'un autre côté, c'est vrai que sur ces gaves, très prisées, ce sont aussi des gaves qui ont des débits importants, qui peuvent avoir des chutes d'eau importants, et donc ce sont des gaves qui sont aujourd'hui très utilisées au maximum pour faire de l'hydroélectricité sur nos territoires. Et donc on a aujourd'hui à gérer deux politiques, à la fois une politique de transition énergétique, mais aussi une protection de la biodiversité. Et quand on a un barrage sur un cours d'eau, eh c'est impactant pour la remontée des saumons, pour la descente des saumons. Alors aujourd'hui, un vaste programme accompagné par l'Agence de l'eau a permis de mettre en place des passes à poissons, de limiter, de mettre en place des grilles fines pour ceux qui sont, pour qu'à la dévalaison, on ne fasse pas du sushi de saumon. Et donc toutes ces actions-là sont accompagnées par l'Agence de l'eau Adour-Garonne avec l'ensemble de nos contributions, j'allais dire, puisque le principe même de la solidarité financière fait que toutes les contributions sont globalisées pour accompagner des projets décidés par un conseil d'administration. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est que des saumons, on commence à en voir remonter beaucoup, qu'on a des stations de vidéocontrôle qui nous permettent de contrôler ces saumons, que c'est encourageant. Donc sur le saison, je pense qu'il y avait 6 ouvrages qui ont été aménagés. On vient de terminer une vaste opération sur l'Osso. Et peut-être pour un exemple un peu criant, c'est que dans le 65, donc à l'amont de Lourdes, ils ont revu des saumons qu'ils n'avaient pas vus depuis bien longtemps. Donc ça veut dire que sur les gaves, depuis la côte, il y a encore pas mal d'obstacles, hein, il y en a encore pas mal de travaux à faire, mais on commence à voir remonter ces saumons, sachant que les zones de frayère de ces saumons sont bien sûr les amont de nos territoires où ils ont besoin de zones froides, particulièrement ombragées, donc ils trouvent ces milieux propices aux frayères, donc en amont, et il faut leur favoriser cette remontée des saumons. Voilà. Donc Migradour, un vaste programme, et qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire que quand on instruit un dossier à l'Agence de l'eau, bien sûr, il y a des attendus derrière. Ce n'est pas un chèque en blanc au maître d'ouvrage, hein, ni pour la station d'épuration. C'est-à-dire que derrière, il y a un contrat entre l'Agence de l'eau et le maître d'ouvrage. On accorde des financements sur des cahiers des charges et on accorde des paiements et des soldes sur des résultats. Donc il y a des situations qui sont simples et il y en a d'autres qui sont plus compliquées. Pour finir sur les saumons, il faut savoir qu'il y a une instance de concertation qui permet sur ce territoire-là de gérer, de concerter sur la pêche du saumon, à la fois sur la pêche en mer, la pêche de loisirs, la pêche fluviale, et de faire un brainstorming pour que chacun ne prenne que sa part et uniquement sa part, et qu'il y ait un engagement, mais je vous avoue que ce n'est pas simple, hein. Mais c'est tout le principe de la concertation, donc c'est long, mais les choses progressent et on a quand même quelques résultats, puisqu'on voit remonter de plus en plus de saumons, et puis je ne parle pas de la truite de mer ou des anguilles. Sur les stations d'épuration, donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui toutes les stations d'épuration finalement ne laissent passer au moment des rejets qui sont contrôlés. Il y a un certain nombre de substances qui peuvent passer. Donc les traitements sont de plus en plus poussés et les suivis de ces stations d'épuration sont de plus en plus poussés. Et donc si on avait des suivis assez classiques, il y a une nouvelle vague pour des stations d'épuration supérieures à 10 000 équivalents habitants, donc des collectivités relativement importantes, donc un nouveau suivi sur des micropolluants. Donc, de façon à voir quel est l'impact de ces micropolluants, quelles sont les doses de ces micropolluants. Mais il faut bien avoir à l'esprit, et c'est un peu, on l'a dit dans toute la soirée, c'est que ce que rejettent les stations d'épuration, c'est ni plus ni moins ce que nous tous nous consommons.
c'est le bout de la chaîne. Hein, donc il faut aussi remettre en cause ces comportements, ces modes de consommation, pour que derrière, eh ben, la filière n'ait pas à gérer des micropolluants ou des oestrogènes, comme vous le disiez. Donc derrière les traitements, il y a toujours possibilité. Je pense aujourd'hui on a des traitements suffisamment poussés, on appelle ça des traitements tertiaires avec des membranes qui sont très sophistiquées, qui filtrent de plus en plus. Bien sûr, derrière en amont, derrière ces installations, eh ben, il y a des coûts. Et les coûts, eh ben, ils sont répercutés où sur la facture d'eau. Donc, vous disiez tout à l'heure une facture d'eau à 3 € ou 3,05 €. Je crois que sur la ville de Pau, monsieur le maire, on est presque à 4 €. Donc, derrière, eh ben, il faut accepter pour aller au bout de la chaîne et pour avoir des traitements sophistiqués et des outils épuratoires qui soient toujours fonctionnels, opérationnels, avec des réseaux d'assainissement qui soient bien entretenus, régulièrement renouvelés. Donc il faut accepter en amont que le contribuable, parce que c'est le contribuable qui va, par sa facture d'eau, finalement décider des investissements et qui pourront être faits par la collectivité. Un organisme comme l'Agence de l'eau accompagne les premiers investissements. Aujourd'hui, on n'est plus en capacité d'accompagner le renouvellement de ces investissements et on n'est plus en capacité d'accompagner le renouvellement de tous les réseaux, assainissement et eau potable qu'il y a sur le territoire. Un réseau d'assainissement, ça dure à peu près une quarantaine d'années. Je pense que dans toutes vos communes, vous pouvez aller regarder vos réseaux d'assainissement. Beaucoup ont au moins cet âge, voire un peu plus. Et dans les réseaux d'eau potable, on est peut-être sur une durée d'amortissement encore plus importante, sachant qu'on a aussi évolué en termes de technologie et de matériaux sur les réseaux d'eau potable. Donc on se trouve avec des réseaux qui, globalement, dans pas mal de collectivités, surtout des petites collectivités qui n'ont pas les moyens, des réseaux qui sont à bout de souffle, hein, donc qui laissent fuir beaucoup d'eau usée. Donc des eaux usées qui vont contaminer des cours d'eau. Donc ça, on est plutôt dans de la pollution. Donc dans de la dégradation de milieux aquatiques au sens large, de biodiversité. Mais dans le point sur les fuites dans les réseaux d'eau potable, donc on est vraiment sur du gaspillage, alors que demain, toute goutte d'eau sera utile. Donc il faut aujourd'hui se donner les moyens à la fois que toute l'eau soit utilisée. Et vous parliez d'un rendement de 68%, ça ne m'étonne pas. 80, 85, 90%, c'est ce qu'on a, je ne sais plus, Monsieur Bayrou, il me semble que lors de l'inauguration de la station d'eau potable de Guindalos, je l'ai félicité pour le rendement de la ville de Pau, mais on est en milieu urbain, donc les choses... Très méritoire. Très méritoire, voilà. Donc les rendements sont importants. Dès qu'on est dans du rural, beaucoup de canalisation, beaucoup de casse, et nettement moins d'abonnés pour des kilomètres de réseau. Donc c'est là que l'agence peut intervenir en termes de solidarité, mais elle ne pourra pas intervenir sur tous les chantiers. C'était le résultat des assises de l'eau. Donc aujourd'hui, on étudie plutôt de l'accompagnement sur des prêts à long terme. Mais au final, il va falloir que tout un chacun, nous acceptions que cette taxe, alors là on n'est pas sur la taxe carbone, la taxe qu'il y a sur l'eau, c'est vraiment une taxe qui est dédiée, un budget spécifique à l'eau. Et vous savez que quand vous contribuez sur la facture d'eau, cette contribution-là sera réinvestie pour améliorer la situation au regard des enjeux de l'eau. Et je vois beaucoup, dans mes tournées, je vois beaucoup de gens qui sont assez remontés sur le prix de l'eau. Et je pense qu'il faut comparer dans une famille de 4, je pense que la consommation en eau, c'est à peu près 40 € par mois. Quand vous comparez avec le budget téléphonie d'un ménage, voilà, je vous laisse faire la comparaison et je vous laisse voir où est le vital et où est le superficiel. Voilà. Donc sur ces aspects-là, donc est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou non. Ah oui, les nappes phréatiques profondes. Oui, donc c'est vrai qu'elles sont observées.
Donc les usages de l'eau sont contrôlés sur ces nappes-là. Et en particulier, par exemple, le principe des redevances fait que ces nappes, on cherche beaucoup de substitutions sur ces nappes dès qu'on s'aperçoit que ce sont des nappes fossiles qui ne se rechargent pas. Il y avait même des redevances particulières qui sont dissuasives à l'usage de ces nappes. Donc il y a tout un travail qui est fait. Et j'allais dire, qui a été fait, il y a un volet connaissance important. L'Agence de l'eau accompagne à la fois des analyses. Il y a un site qui s'appelle le Système d'information sur l'eau sur le site de l'Agence de l'eau où vous pouvez vous connecter pour voir l'état de tous vos cours d'eau et toutes les analyses qui sont faites et qui sont capitalisées en différents points du département, puisqu'on a des réseaux qui ont aujourd'hui plus de 50 ans et qui montrent quand même que la situation s'est largement améliorée, même s'il reste encore des choses à faire. Donc sur ces nappes-là, il y a une vigilance accrue du fait d'ailleurs de la prise de conscience de ce dérèglement climatique pour préserver ces nappes fossiles, peut-être à des fins d'eau potable, mais surtout pas à des fins économiques. Voilà. Merci beaucoup à Madame Abut, c'était très intéressant. Non, monsieur, je ne vous donnerai pas la parole. Sans ça, je ne sortirai pas vivant de la salle. Oui, mais je vous assure que c'est un débat. Vous avez parlé 2 fois. Ben, c'est un échange, évidemment. C'est un monologue de qui? Mais Monsieur de Guillebon. Moi, j'avais 2 petits commentaires. Oui, je rebondis juste ce que vient de dire Véronique Vapru. C'est l'eau, c'est probablement un des rares cas où effectivement les taxes que vous payez servent complètement à l'eau. Alors c'est contraire. Vous disiez que aujourd'hui le budget de l'État c'est un gros pot et puis on met tout dedans et puis l'eau c'est un cas intéressant et qui marche bien. De spécialisation des taxes. Et l'autre élément que je voulais signaler, c'est qu'on a parlé de l'eau dans les réseaux, dans les rivières. Il va falloir prendre en compte, et je pense que les villes commencent à prendre en compte, le fait qu'il va falloir remettre de l'eau dans la ville, parce qu'on n'arrivera pas dans la ville à tenir avec le changement climatique s'il n'y a pas de l'eau et de la verdure. Ça sera absolument invivable dans quelques années. Et on voit de plus en plus de villes qui commencent à réinjecter de l'eau, remettre sous des formes, ce qu'on sait faire dans les pays du Sud, mettre des petites fontaines et des choses comme ça. Il va falloir vraiment retravailler ça. En tout cas, à Pau, ce n'est pas les fontaines qui manquent. Et oui, donc... si vous permettez, juste moi aussi 2 petits points à l'appui. Oui. Non, voilà. Donc, moi, je voulais juste préciser quelques éléments. Bon, j'ai été quand même un peu interpellée là, donc même s'il est parti, je vais quand même essayer de répondre. Par rapport au saumon, là aussi, il faut quand même prendre un peu de mesure par rapport au saumon et regarder un peu l'histoire. Parce que c'est multifactoriel. C'est multifactoriel, mais quand on regarde dans l'histoire, il ne faut pas oublier que le saumon est un carnivore. Et donc, il lui faut un biotope dans lequel il peut se nourrir. Et autrefois, malheureusement, il y avait beaucoup d'abattoirs en bord de Gave. Et ces abattoirs ont livré beaucoup de matière au saumon. Donc les plus belles années de saumon, c'est quand les abattoirs de Sauveterre, Navarinx, Pau et ailleurs ont livré de la matière au saumon. Par rapport à la discussion sur la chambre d'agriculture... Jeter de la viande dans le Gave. Bien sûr, voilà. Tous les déchets d'abattoirs finissaient au Gave. Voilà. Par rapport à la chambre d'agriculture, alors moi je respecte la démocratie et on vient de finir les élections. Et il faut que vous applaudissiez Maryvonne Lagaronne. Elle a été réélue aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui, voilà. Vice-présidente de la Chambre d'agriculture. Et c'est bien mérité. Merci. Non, juste pour dire que dans les élections consulaires, en Chambre d'agriculture, on a eu 55% de participation. C'est la situation où on a le plus de participation. Et là-dedans, la fédération, la FNSEA, a eu 55% de vote pour eux. Donc je respecte ce qui a été dit à travers ce vote. Ça veut dire que derrière, on est représenté et représentable. Ce que je voulais vous dire par rapport à la Chambre d'agriculture, je vous invite à aller sur le site pour regarder tous les métiers qu'elle a. Et monsieur a évoqué l'agriculture de conservation. Nous avons monté un agro-réseau, donc c'est un réseau d'agriculteurs, et monsieur Biscay l'a évoqué tout à l'heure, qui travaille sur l'agriculture de conservation. Il y a 700 agriculteurs aujourd'hui qui suivent l'agro-réseau dans le 64. Et si le Gers a été avant-coureur sur ce sujet, c'est parce que malheureusement, le Gers a vu disparaître son élevage avant les autres.
Ça veut dire que quand on voit disparaître l'élevage, eh bien on perd de la matière organique et on voit aussi baisser les pH. Je vous donne juste un élément de mesure parce que c'est vraiment très très important. Ici, on est sur un territoire où il y a énormément de lessivage. Il pleut beaucoup. Et vu qu'il pleut, eh bien, le sol se lessive. En 10 ans, par défaut d'apport de matière organique, par l'élevage, on perd un taux de matière organique, un point de matière organique, pardon, et un point de pH. Voilà. Et on a aujourd'hui, sur des situations de défaut de rotation à des endroits, ce qu'on évite par-dessus tout, et ce qu'on essaie de contrôler en aidant les agriculteurs à avoir des pratiques durables, donc avec la rotation entre autres, avec l'agriculture de conservation, et en conservant l'élevage avant tout. Donc on les aide à essayer de prendre conscience de ça, parce que si le pH baisse, c'est la mort, dans tous les cas, de toute vie sur Terre. Bon, voilà.